En virage cette semaine, nous avons en studio le Volvo XC60 version PHEV qu'on va parler en détail avec Marc Bouchard. On va aussi avoir Yann Samyucci qui est le PDG de la Corporation provinciale qui va venir nous parler électrification et surtout la décision des gouvernements concernant l'arrêt des subventions. On a beaucoup de nouvelles de l'industrie. On va aussi parler de RAM avec Marc Bouchard et on va peut-être revoir un petit peu le lexique automobile en passant et beaucoup de questions à la fin de l'émission. Tout cela à Virage dans un instant. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. Avec moi à l'émission aujourd'hui, Marc Bouchard est là. Salut Marc. Salut mon cher. Comment ça va? Très bien, toi. Alors Marc, plusieurs choses à venir à l'émission, dont un sujet fort intéressant qu'on va parler un petit peu plus tard. On va utiliser un peu le RAM Charger qui s'en vient, ou le RAM Recharge, on peut l'appeler de différentes façons. Bref, on va en même temps parler de ce véhicule-là, mais un peu replacer les choses au niveau du lexique automobile pour que tout le monde puisse s'y retrouver un petit peu, parce que c'est pas évident par les temps qui courent. Tout à fait. Et surtout pour nos gouvernements. On va les éduquer. Pourquoi pas? Bonne chance. Alors, plein de choses à venir, des belles nouvelles de l'industrie aussi. On va répondre à vos questions à la fin de l'émission. Bref, on a quand même plusieurs sujets à l'émission aujourd'hui. Mais avant, on va parler du Volvo XC60 PHEV, donc ça veut dire autonomie électrique. Parle-nous de ce véhicule. C'est un véhicule avec lequel j'ai fait pas mal de routes, j'ai fait de l'autoroute notamment. Comme tous les véhicules Volvo, ce qui le distingue, c'est le confort. C'est la première chose dont on parle quand on parle d'un Volvo. Les sièges sont enveloppants, les sièges te donnent un confort parfait. En plus, sur ma version, j'ai le massage. Donc, différents types de massages, différentes puissances. Alors, j'ai fait littéralement 200 quelques kilomètres à son volant et j'en aurais fait 200 autres sans difficulté. Pour ça que tu es arrivé reposé comme ça, frais et dispo? Totalement. Avec une voiture sale que les techniciens ont dû nettoyer, mais moi, j'étais en forme. Alors, évidemment, c'est un véhicule donc, qui, effectivement, se distingue par ça. La beauté, tu l'as mentionné, c'est l'autonomie électrique. On a sous le capot une batterie de 18,8 kWh. Bon, évidemment, c'est 14,7 utilisables. Ce qui est un peu dérangeant, en fait, c'est que la vitesse de recharge est assez lente. Sur une borne de niveau 2, là, la fameuse borne comme on a à la maison sur le 240, c'est 7 heures pour recharger. Quand même. C'est très long. C'est moins pire que sur le 110 où c'est 12 à 14 heures, mais quand même, c'est très long parce qu'il y a effectivement des véhicules 100 électriques qui disposent à peu près de la même durée. Donc, ben oui. c'est et là, tu vas chercher 400 km et non... 53, en fait, qui est l'annonce prévue par eux autres. OK, j'avais vu 48. Non, c'est 53 qui est annoncé par Volvo. Bien entendu, écoute, on est dans une période un peu polaire au moment où on tourne. Donc, moi, ça m'a affiché 44 km. Et la façon dont ça s'est déroulé, en fait, il n'a pas... Parce que j'ai fait beaucoup d'autoroutes, il a plutôt servi d'appui ce 44 km-là. Pour faire sauver du carburant. Exactement. Donc, j'ai eu une excellente consommation de carburant. On parle d'à peu près 6 litres au 100, peut-être un peu moins, ce qui est quand même très bon. Véhicule de 455 chevaux. Ça, c'est la partie qui est absolument impressionnante parce que, je peux te dire, quand j'ai pris le véhicule la première fois, bon, je suis parti doucement, évidemment, et là, j'ai arrêté sur la lumière. Et, je sais pas, la lumière est devenue verte, j'ai comme fait le saut et j'ai accéléré un peu brusquement. Ouh! J'ai vraiment été étonné. 0-100, 5,3 secondes, mais c'est évidemment le mode électrique qui embarque automatiquement. Donc, le couple est très élevé, plus de 530 livres-pieds de couple pour ce véhicule-là. Donc, c'est énorme. Évidemment, ça se paye. 82 750, c'est le prix du véhicule qu'on a en studio actuellement, avec différentes options, bien entendu, mais dont les sièges massants. Mais c'est quand même un véhicule qui est
qui vaut la peine. Moi, j'aime beaucoup le XC60 pour son format. Je trouve qu'il a un format qui est agréable, qui est un petit peu plus gros, mais pas trop non plus, qu'il y a de l'espace à l'arrière. Les places arrière sont confortables aussi. L'espace de chargement est facile d'accès. Moi, je n'ai pas eu de difficulté à mettre plein de trucs dedans. Donc, c'est un véhicule qui est bien équilibré à ce niveau-là. C'est le véhicule que j'ai toujours le plus apprécié chez Volvo. C'est le véhicule parfait. Oui. Parfait pour moi dans la dimension de ce qu'il offre. C'est probablement le véhicule le mieux construit dans l'industrie. Tu regardes les premiers XC60. De la façon qu'il était construit, tu regardes la plateforme, il était protégé contre la rouille. Même les pièces en aluminium étaient protégées. Vraiment, qualité de construction hors pair, belle dimension, fiabilité est au rendez-vous. Oui. Le confort des sièges est toujours apprécié. L'intérieur également. À l'époque, on avait un bloc instrument qui est un peu désuet. Maintenant, on est rendu vraiment à la fine pointe de la technologie. Un écran qui fonctionne quand même assez bien. Même si ça, c'est le bémol, parce que c'est l'intégration par Google. Donc, pour que ce soit efficace, il faut que tu connectes ton compte Google et là, tu télécharges tes applications. Ça fonctionne, mais c'est compliqué. Des fois, c'est lent. J'ai essayé de télécharger une des applications et il me demandait 47 minutes pour télécharger l'application. Ça n'a aucun sens, là. Alors, évidemment, ça, c'est le bémol. Par contre, on finit par s'y retrouver assez facilement. Et il y a quelques boutons physiques aussi qui te permettent de contrôler plus aisément. Notamment, je parlais du massage, mais c'est un bouton, tu peux le contrôler dans l'écran, bien sûr, mais il y a un bouton sur le côté il suffit d'appuyer, puis tu as accès à ça. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. On a un peu simplifié le menu du côté de Volvo parce que du côté des autres Volvo, le Volvo EX30, entre autres, c'est une catastrophe épouvantable de ce point de vue-là. Au moins, le XC60 n'a pas ces éléments-là. Autre élément, les suspensions que je trouve très, très confortables, qui ne sont pas trop douces, donc qui n'ont pas tendance à te faire balloter inutilement, mais qui sont capables d'avoir un petit peu de dynamisme quand même. Honnêtement, j'ai trouvé bien peu de défauts à ce véhicule-là, que j'aime beaucoup, bien insonorisé. Son défaut, c'est la concurrence. Ouais. Son défaut, c'est le prix. Oui. Et lorsque tu regardes la braquette de prix dans laquelle il est, là, tu as des concurrents. Tu t'en vas dans le X5 chez BMW, tu t'en vas dans le GLE du côté de chez Mercedes, GX, Lexus, qui est quasiment un de mes préférés, les plus fiables. Et là, ils l'ont amélioré. Si vous aimez le devant, ça va vous donner quand même un véhicule pour moins cher que vous êtes capable d'aller chercher pareil, même de la technologie du côté du Lexus. Alors, ces concurrents font en sorte que ce véhicule-là, qui se démarque pas tant que ça au niveau visuel à l'extérieur. À l'intérieur, c'est un peu plus moderne, mais à l'extérieur, c'est un peu plus Volvo. C'est Volvo, 100 ça a Alors, pas changé la depuis des concurrence fait en sorte que c'est peut-être son pire défaut avec son prix qu'on a mis sur ce véhicule-là. Et au début du XC60, son avantage, c'était le prix. Oui. Et là, pouf, ça a monté à un niveau incroyable. C'est sûr que si tu prenais les versions à essence traditionnelles, il n'y aurait pas ce prix-là. Là, 82 000 bien sûr, c'est la version hybride branchable. On sait que chez Volvo, de toute façon, on veut totalement électrifier la flotte. Bon, on va revenir sur les différentes appellations, là, mais donc, on veut totalement électrifier la flotte sous peu, même si on a retardé un peu l'échéance. On voulait 100 électrique. En 2030. Et là, c'est fini. Là. Oui, là, on a repoussé ça. Mais évidemment, cet élément-là, d'avoir une batterie lithium-ion, fait augmenter le prix, évidemment. Pour le reste, un élément que tu as soulevé qui est important, le style. Le problème du Volvo XC60, c'est, à mon avis, ça, le plus gros problème. On a le même style depuis à peu près 10 ans. Ça a à peine évolué. Oui, c'est beau, un Volvo, là. Oui, il y a les phares en avant qui sont typiques. Oui, il y a les blocs optiques arrière qui sont dans les arêtes de haillons. C'est magnifique. Mais ça finit par être redondant et ça finit par se ressembler depuis des années. Alors, il faudrait peut-être moderniser un peu. Oui, bien, il faut prendre là, on va voir le futur EX90 bientôt, Oui. mais il faut s'en aller dans la direction du EX30. Oui. Tu sais, le petit EX30, si on en fait un plus gros, puis qu'on l'appelle XC60, on va arriver avec un modèle au niveau de design où on va être vraiment à la mode et on va être concurrentiel dans ce côté-là. C'est ce qu'il faut aller dans la direction. Oui. Parce que je comprends que les clients, un XC60,
probablement que tu veux avoir un autre XC60 parce que la valeur de revente, la fiabilité est au rendez-vous. Ça n'a pas toujours été le cas chez Volvo. Non, mais là, oui. Mais pour le XC60, c'est parfait. Rien à dire. Et tu peux faire du haut kilométrage avec ce véhicule-là également. Donc, il est bien situé, bien placé, dans une belle dimension. Où il y a beaucoup de monde, parce qu'on n'a nommé que quelques-uns, parce qu'on aurait pu continuer longtemps la liste des véhicules concurrents. Là, mais, Oui, parce qu'à 80 000 là, la fourchette commence à être large, effectivement. Et tu l'as mentionné, c'est son principal défaut. Mais pour le reste, je le répète, c'est un des véhicules les plus confortables que j'ai eu à conduire. Même le siège, tu peux l'adapter, tu peux modifier l'assise au niveau des cuisses. Tout est pensé vraiment pour le confort. Et les sièges chauffants, pour ceux qui aiment les sièges chauffants, je vous le dis, là, après 10 minutes, je l'ai éteint. Ouais, c'est ça. Il chauffe pas à peu près. Il chauffe solide. Ça, c'est Volvo. Et de l'espace pour les bagages à l'arrière. Donc, si vous voulez vous déplacer, c'est quand même un sport utilitaire. C'est quand même un sport utilitaire qui offre quand même un bon niveau de chargement. Et rouage intégral, bien sûr, qu'on connaît chez Volvo, qui est toujours assez efficace aussi. Là. Surtout quand on parle des versions XC. Exactement. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Alors, voilà, on s'arrête quelques instants à virage et on vous revient rester avec nous. CarExpert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. CarExpert à la fine pointe de la carrosserie. Nous sommes de retour à Virage. Je suis maintenant en compagnie de M. Yann Samyuchi, qui est le PDG de la Corporation provinciale des concessionnaires auto du Québec. Salut, Yann. Bonjour, Daniel. Ça va bien? Très bien, toi aussi. Oui, bien content de te recevoir en ce début d'année. On va regarder un peu 2025, comment ça se présente. Mais je dois dire qu'au début 2025, c'est tout qu'un chambardement dans l'industrie automobile. Des gros changements. On savait là, que les incitatifs au niveau des véhicules électriques, ça s'en allait en diminuant au niveau du gouvernement provincial. Voilà qu'on annonce, bang, on l'arrête prématurément. Et le fédéral embarque dans la danse aussi, arrête les incitatifs. L'industrie et les concessionnaires s'étaient préparés différemment. En tout cas, à tout le moins, s'étaient pas préparés à la nouvelle. Comment ça fonctionne et comment ça va dans l'industrie, justement? On a pris cette nouvelle-là comment? Disons que ça nous oblige à être très, très, très agile, à agir rapidement. Tu sais, Daniel, on a eu une fin d'année exceptionnelle en termes de vente de véhicules électriques chez les concessionnaires québécois, là, avec justement l'annonce à l'effet que les programmes régresseraient dès le 1er janvier. Ça a créé un engouement immédiat. Un véhicule sur 3 distribué par les concessionnaires dans les derniers mois était électrique. Après ça, bien, on anticipe. On dit bien, comment planifier notre année? Donc, les manufacturiers et les concessionnaires se sont bâtis des beaux inventaires de véhicules électrifiés pour 2025 en ayant la croyance qu'il y aurait quand même un certain engouement qui perdurerait dans le temps. On arrive début 2025, annonce désastreuse du gouvernement fédéral comme quoi, finalement, le programme fédéral IVZ2 ne durerait pas jusqu'au 31 mars, faute d'avoir suffisamment de sous dans la cagnotte. Puis 2 jours après, on apprend que, finalement, il n'y en a plus pantoute. Alors, depuis le 13 janvier, il n'y a plus d'incitatif fédéral, le fameux 5 000. Présentement, les consommateurs québécois peuvent bénéficier encore du 4 000 du programme Rouler vert québécois. Dès le 1er février, c'est dans quelques jours seulement, il n'y aura plus aucun rabais disponible ni au fédéral ni au provincial pour que le programme provincial, finalement, vous me suivez toujours, tout le monde, là, pourra renaître dans le prochain budget québécois au 1er avril, selon ce que nous dit le ministre présentement. Alors, ça crée beaucoup d'incertitudes du côté des concessionnaires, à savoir, est-ce que la belle demande qu'on a vécue dans les derniers mois va perdurer dans le temps? Puis nous, comme corporation, on regarde ce qui se passe partout dans le monde. Puis, heureusement, on a certains apprentissages de ce qui s'est passé dans d'autres marchés. Dans le marché européen, Daniel, les gouvernements européens ont décidé d'abolir les programmes d'incitatifs au début de l'année l'an dernier. Et ça a eu un effet immédiat. Dans le fond, le marché du véhicule électrique européen a régressé de 3 en 2024 par rapport à 2023. Et ça a eu un effet de drainer le marché automobile au grand complet vers le bas. Les manufacturiers actuellement sont en mode opération sauvetage et justement sont en train de travailler avec le gouvernement à savoir comment faire en sorte que l'industrie automobile puisse perdurer dans le temps et avoir des opérations bénéfiques. Alors, c'est tough. C'est pas facile en ce début d'année.
Les fabricants ont réagi. Il y a des fabricants qui ont réagi rapidement parce que, ce qu'a fait le gouvernement, là, c'est... On peut quasiment dire que ça n'a pas de classe, là, de la façon que ça a été fait. Donc, certains constructeurs reprennent la balle au bond pour justement limiter un peu l'effet sur des gens qui avaient peut-être commandé leur voiture, comme Volkswagen, là, les voitures étaient en attente de rappel. Donc, Volkswagen ne veut pas pénaliser le client de la décision du gouvernement et on prend la pilule. Est-ce que tu crois que, justement, l'industrie automobile va faire leur part puis vont descendre les prix? Je pense que, d'abord, belle réaction de plusieurs manufacturiers de dire, écoutez, on a une clientèle qui avait des attentes. Nous, on est là pour servir le client, donc on va compenser la perte du rabais d'une manière immédiate. Par contre, chacun des manufacturiers ont été très clairs. On ne pourra pas continuer comme ça éternellement. Pour la plupart, on dit, écoutez, on va le maintenir jusqu'à minimalement le 31 janvier. Maintenant, tu poses la bonne question. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Qu'est-ce qui va se passer dans l'année? À quel point les manufacturiers ont la capacité de réduire leur prix pour en arriver à compenser ces fameux incitatifs-là? On va le savoir dans les prochains mois, mais selon toute perspective, Daniel, pour une forte majorité des modèles qu'on voit présentement électrifiés sur nos routes, les modèles ne sont pas encore profitables. Le niveau d'amortissement n'a pas été atteint pour qu'on puisse jouer sur les leviers de rabais. Donc, mon opinion, c'est qu'on va avoir une régression de l'adoption des véhicules électriques par les Québécois dans les prochains mois. Et il va y avoir, je dirais, beaucoup de décisions importantes qui devront être prises par nos gouvernements, à savoir est-ce qu'on maintient les plans de normes VISA-2, sachant que la population n'est pas au niveau d'adoption qu'on aimerait. Au moment d'enregistrer l'émission, du côté américain, on annonce où on laisse présager qu'il va y avoir 25 de taxes, donc de tarifs ajoutés pour le Canada. Est-ce que ça, au niveau automobile, ça va avoir une influence? Nous, on est solidaires envers nos commerces, nos industries canadiennes dans ce qui apparaît être une guerre tarifaire en devenir. Si je m'en tiens qu'à l'univers automobile en termes d'échanges commerciaux, on a 170 milliards d'échanges commerciaux avec les États-Unis. Je parle des véhicules comme tels, mais des pièces aussi. Fait intéressant, on est pratiquement au pair. C'est-à-dire qu'on exporte pour à peu près 85 milliards de marchandises automobiles et on en importe 85 milliards. Donc, ni le Canada, ni les États-Unis ont intérêt à mettre des tarifs sur les produits automobiles, puisque au final, les seuls qui vont perdre là-dedans, c'est les clients, c'est les automobilistes, c'est le consommateur canadien et ou américain. Donc, on ose croire que nos bons gouvernements, incluant notre collègue Trump à la frontière, vont faire le bon calcul financier et mathématique qu'il se doit, parce que c'est une évidence que ça serait dévastateur pour l'industrie et pour les Canadiens. Les autos se promènent d'une frontière à l'autre. Des pièces sont fabriquées ici, on envoie à l'autre bord. Les voitures sont fabriquées ici, on les envoie aux États-Unis et vice-versa. Donc, l'accord de libre-échange est tout indiqué pour nous et le maintien du statu quo est tout indiqué là, pour l'industrie automobile à tout le moins. Là. Absolument, Daniel. Puis, je m'en vais rencontrer nos homologues concessionnaires américains la semaine prochaine à New Orleans. Il y a la convention, pas la semaine prochaine, en fait, dans les prochains jours. Je pars de demain, en fait. Et on va voir c'est quoi le mood là-bas, mais je suis persuadé, pour avoir eu certains contacts jusqu'ici qui sont dans la même opinion que nos concessionnaires canadiens, il n'y a personne, mais vraiment personne qui a avantage à mettre une tarification comme l'a annoncé M. Trump, du moins pour l'automobile, et même chose pour l'ensemble des marchandises. Début d'année mouvementé dans l'industrie automobile et 2025 s'annonce vraiment palpitant. On va devoir se reparler très bientôt, justement, pour faire le point et suivre ces différents dossiers-là. Yann Samucci, PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, merci d'être passé à Virage. Merci. Alors voilà, on s'arrête à Virage et on vous revient rester avec nous. Voici de retour à Virage et je suis toujours avec Marc pour parler de RAM et de la division RAM parce qu'il y a eu des grosses nouvelles qui ont sorti concernant RAM et ça nous amène aussi à parler un petit peu de la façon dont l'industrie ou vers où l'industrie automobile se dirige en ce qui concerne l'électrification. C'était une grosse nouvelle ce qu'a annoncé RAM avec le RAM Charger. Oui. On avait aussi un RAM annoncé 100% électrique.
Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, on va garder le RAM 100 électrique, mais on va éliminer la version longue portée. Donc, la batterie la plus élevée. On parlait d'une batterie de 229 kW. C'est quand même énorme. On n'avait pas de kilométrage annoncé. Là, ils annonçaient 805 km, semble-t-il, avec leur longue portée. Donc, on dépassait GM Oui. de 100 km. Mais là, on a envoyé une note aux fournisseurs pour dire on arrête ça. La longue autonomie, on n'en veut plus. On va avoir une autonomie standard d'à peu près 535 km pour la camionnette. Par contre, on mise effectivement sur le RAM Charger. Et c'est quoi le RAM Charger? C'est un V6 3.6 Pentaster qu'on connaît traditionnellement avec un moteur électrique qui va lui donner une autonomie de 227 km en mode 100 électrique. Ça, c'est ce qui est prévu. Pour les capacités de travail du véhicule, ça change à peu près rien. Écoute, on parle de 663 chevaux, on parle de 14 000 livres de capacité de remorquage, de 2 625 livres de matériaux à bord. Donc, on est dans un vrai camion pick-up avec tout ce que ça implique. Mais effectivement, on nous dit que ça va donner une autonomie totale de 1110 km. Wow! Et c'est là qu'est la nouvelle, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on ne mise plus sur le 100 électrique. On veut aller chercher ce qu'on appelle un prolongateur d'autonomie. Et là, ça, c'est la tendance qu'on a vue il y a des années avec la Chevrolet Volt, qui avait connu un succès incroyable, qu'on a abandonné du côté de chez GM et qui semble vouloir faire un retour, du moins chez Ram et chez d'autres, parce que rappelle-toi que Mazda a fait la même chose en Europe avec son CX-30 qu'on n'a pas eu chez nous. Avec son MX-30, mais que nous, on n'a pas eu chez nous, mais qu'eux ont fait avec un petit moteur rotatif et un prolongateur d'autonomie. Qui semble bien fonctionner en Europe. Bon, on n'a pas nos froids d'ici, mais ça semble bien fonctionner. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on garde le RAM prolongateur d'autonomie. Ça, on y va à fond là-dessus. Je comprends très bien ça. Mais pourquoi garder un RAM 100 électrique avec la petite batterie et ne pas proposer la longue batterie alors qu'on prend le même espace dans le véhicule? Ça m'étonne. D'après moi, c'est une question de prix. Bien oui, effectivement. Et c'est juste une question de report. Sauf qu'au lieu de dire qu'on retarde l'arrivée du RAM avec la longue autonomie, on dit qu'on l'abandonne. Oui, mais ça va dans la même veine que la nouvelle dont on a parlé la semaine dernière de Chrysler qui a décidé d'abandonner ou en tout cas de repousser très loin son VUS 100 électrique. Le fameux Airflow. On nous a dit, ben oui, on va... Ben il sera qui aurait plus été là. un des plus beaux sur la route. Exactement. Il était supposé arriver 2027-2028, mais là, ça ne sera pas minimum avant 2030. Donc, qu'est-ce qui se passe chez Stellantis? Je pense qu'on est en train d'assister à un retour à la réalité, je dirais, où les véhicules 100 électriques ont peut-être moins la cote qu'on l'espérait, coûtent très cher à produire. Et on se tourne vers des options alternatives qui sont les prolongateurs d'autonomie, les hybrides branchables et les autres sources alternatives d'électrification. Selon moi, Chrysler dit tout haut ce que les autres font tout bas. Pas ce qu'ils pensent, ce qu'ils font tout bas. Parce que du côté de chez Ford, il ne faut pas oublier qu'on en est encore à notre première génération avec le F-150 hybride, une compagnie 100 électrique, le Lightning, et qu'on a simplement le Mach-E comme voiture électrique. Donc, une compagnie comme Ford qui offre seulement un véhicule électrique, 2 avec le F-150. Mais le F-150 est un F-150 régulier qu'on a envoyé des batteries en dessous. Donc, on a cesse de ralentir la production et on n'annonce toujours pas de nouvelle génération pour le Lightning qui, lui, devrait arriver sur une plateforme 100 dédiée aux véhicules électriques. Ça devait être ça. Ouais. Mais il n'y a toujours rien de ce côté-là. Donc, l'industrie au complet ralentit le processus de l'électrification. Sans vraiment le dire, on est en train de développer des hybrides branchables et des prolongateurs d'autonomie. Et c'est ce qu'on va voir de plus en plus. Et là où les gouvernements vont devoir réfléchir et changer leur fusil d'épaule, c'est dire un prolongateur d'autonomie, là, c'est un véhicule qui est promu 100 électrique. Oui. Là, on va devoir dire, je comprends qu'il y a un moteur qui brûle de l'essence, mais c'est peut-être un véhicule que tu vas devoir intégrer parce que le Volt était intégré dans les calculs. Souviens-toi, en 2020, 100 000 véhicules
la Volt était le véhicule le plus vendu à le l'époque. plus vendu à l'époque. Et justement. même en Europe, actuellement, les prolongateurs d'autonomie sont inclus dans les voitures électriques calculées. Ben, c'est ça. C'est pas le cas chez nous pour le moment, mais on n'aura pas le choix, effectivement, d'y aller parce qu'on parle là, de RAM qui arrive avec ça. Je te rappelle que Nissan nous a annoncé que l'an prochain, il arrive avec le e-Power. C'est quoi le e-Power? Bien, c'est simplement un prolongateur d'autonomie. Hein? C'est-à-dire que tu as un moteur électrique, puis tu as un moteur à essence qui agit pour recharger ta batterie au fur et à mesure. C'est comme si tu traînais ta propre génératrice. Puis donc, à ce moment-là, comme ton moteur à essence ne force jamais, il est capable de rouler à un rythme régulier sans effort. Il consomme un minimum et permet d'augmenter ton autonomie. La BMW i3, c'était 7 litres. 7 litres d'essence, oui. 7 litres d'essence seulement dans le réservoir. Oui. Donc, en utilisant un moteur de moto. Ça n'a pas été très glorieux, mais il reste que c'était quand même... c'était l'idée de base d'offrir une voiture électrique. Et l'avantage du prolongateur d'autonomie, c'est que tu es 100 électrique. Dans le cas du RAM, 227 km. T'en fais beaucoup. Oui. Et les gens qui travaillent avec ce véhicule-là n'auront pas besoin de se recharger tout le temps, mais dans le quotidien très proche, t'es toujours 100 électrique et quand tu en as besoin, tu utilises l'essence. Donc, c'est un bon pas vers l'électrification et vers les nouvelles générations d'électrification. Et l'essence, c'est important de le dire, ne propulse jamais les roues en théorie. Non. Il agit uniquement comme génératrice, on l'a dit, mais il faut le répéter. Parce qu'à ce moment-là, on devient un véhicule 100 électrique. Qui a sa propre génératrice. Ce qui fait qu'on va avoir les véhicules avec prolongateur d'autonomie, on va avoir des hybrides branchables. Bien sûr, il y a encore les hybrides traditionnels tels qu'on les connaît. Et la nouvelle que là, on va commencer et qu'on commence à voir arriver, dont Volvo sont les champions, pour l'hybridation légère. Oui. Donc ça aussi, c'est un bon pas vers l'électrification. Ça, c'est moins évident parce que ça, c'est une petite batterie de 48 volts qui aide à certains accessoires. Ça permet de réduire un peu, mais il n'y a pas de propulsion électrique à proprement parler. C'est plus un système d'appoint qui va diminuer un peu ta consommation. Mais moi, je pense que les prolongateurs d'autonomie qu'on avait abandonnés du côté de chez GM, rappelle-toi, parce qu'on disait on n'a pas assez de capacité de production de batterie pour fournir la demande de la Volt et de la Bolt, qui à ce moment-là arrivait à peine sur le marché. Mais là, on les a, les capacités de production, et je pense qu'on va se diriger de plus en plus vers ça. Et il faut surveiller des compagnies qui sont peut-être moins actives dans le monde de l'électrification. Pense à Honda, pense à Toyota, par exemple, qui, à mon avis, vont proposer des systèmes de cette nature-là bientôt aussi, là. Parce qu'à l'époque, ça coûtait de GM avec la Volt, ça coûtait trop cher pour développer une Volt. Qu'on disait, on a une voiture électrique et on a une voiture à essence dans la même voiture, alors c'est trop dispendieux. Mais là, on voit que c'est le marché qui parle. Oui. Les gens, on voit qu'on est moins désireux d'aller vers la voiture 100 électrique, on n'en veut plus. Ou on est rendu au maximum au niveau de l'autonomie pour plaire à une autre couche de la population. On doit absolument aller chercher davantage d'autonomie, mais on n'est pas capable de le faire à un prix raisonnable. Pas encore. Alors, le prolongateur d'autonomie peut être vraiment l'alternative où les gens vont acheter massivement ces véhicules-là et 90 de leur utilisation, ils vont être 100 électriques. Oui. Alors, c'est quand même intéressant de voir vers où se dirige le marché et surtout le prix qu'on va attacher à ça. Parce que si on arrive à un RAM Charger au minimum 100 000 ça n'a pas d'avantage. Ça n'a pas vraiment d'avantage. Tu vas aller chercher quelque chose comme un Silverado électrique qui va coûter 110 000, mais pour lequel tu vas avoir 700 km d'autonomie électrique. C'est ça. Donc, ça te prend un véhicule qui, effectivement, va être plus abordable. Mais ce qui est intéressant... Plus il va y en avoir sur le marché, moins les prix vont être chers. Mais ce qui est intéressant, moi, c'est vraiment les capacités de travail qui sont absolument pas diminuées par rapport à un RAM traditionnel. C'est impressionnant sur papier. Oui. Attendons de voir Exactement. sur la route qu'est-ce que ça va donner. Merci, Marc. Plaisir. Reste là. On fait une nouvelle de l'industrie au retour. Avec plaisir. Alors, restez avec nous, on s'arrête. Voici de retour, c'est le temps des nouvelles de l'industrie. Alors, Marc, tel qu'annoncé, on a quand même certaines nouvelles très intéressantes. Oui, dont Lexus. Tu sais, Lexus, on a l'impression que c'est un véhicule qui est un peu ennuyeux à conduire, qui a un style particulier, qui est pas...
Est-ce que tu as déjà conduit la RCF? Oui, j'ai conduit la RCF. Et c'est Et je l'ai conduit sur circuit de course assez intéressant. Effectivement. Au Texas, ouais. V8 5 litres, absolument spectaculaire. Ceux qui sont allés au Salon de l'Auto de Montréal l'ont vu avec un design assez particulier et tout. D'ailleurs, ça a été bien drôle parce que certains médias montréalais l'ont mis en première page pour annoncer le Salon de l'Auto de Montréal en disant place aux électriques. Bon. V8 5 litres, pas sûr que c'est électrique, mais en tout cas. Sauf que c'est la dernière année de ce véhicule-là. Un véhicule qui tire sa révérence. On aura donc une édition finale, hein? Une version qui va arriver avec des pneus particuliers, des Michelin Sport Pilot 4S, qui sont des pneus qui collent à la route absolument, des jantes particulières. Il y aura bien sûr là, des aménagements intérieurs, sauf qu'on ne touche pas au moteur. Je l'ai dit, V8 5 litres, 467 chevaux. C'est absolument spectaculaire. C'est un exemple de fiabilité, ce moteur-là, en plus. Et la sonorité de ce moteur-là, elle est incroyable. Puis c'est vrai qu'on n'y pense pas quand on pense à Lexus, à ce genre de truc-là. Mais, bon, évidemment, c'est la RC et la LC aussi qui vont disparaître, là, deux véhicules qui sont un peu dispendieux. On dit qu'il y aura peut-être un coupé 2+2 qui va arriver pour les remplacer. Peut-être en version électrifiée aussi, on ne sait pas. Mais en attendant, si vous voulez la RC édition finale, allez-y. Ça va être un véhicule que vous ne regretterez pas de conduire. C'est dommage. Puis tu dis, on n'y pense pas à Lexus. C'est vrai qu'on n'y pense pas à Lexus. Pourtant, c'est parce que les chiffres ne sont pas impressionnants au niveau des puissances de leur motorisation. Mais si tu veux avoir un véhicule sport fiable... Et solide. Solide, résistant, avec une grosse valeur de revente, c'est ces véhicules-là qu'il faut aller chercher. Oui. Et là, on n'a jamais été capable de se démarquer, même si on a fait toutes sortes de versions abracadabrantes de véhicules super sport chez Lexus. On n'a jamais réussi à aller chercher la clientèle et de l'attirer chez Lexus en grand nombre. Et c'est dommage parce que ce sont effectivement des véhicules incroyables. Ben oui. Là, on parle de la RC, mais la LC, moi, j'ai conduit la LC 500 cabriolet, là. Et je passerai quelques heures au volant de ce véhicule-là sans problème. On a sorti des véhicules extraordinaires. Extraordinaires, mais on n'a pas été capable d'aller chercher la clientèle. Effectivement. Dans la série des voitures un peu moins performantes, mais quand même intéressantes, Polestar. Polestar qui réussit tant bien que mal pour le moment à se sortir des tarifs chinois. C'est-à-dire qu'ils ont aménagé beaucoup d'inventaire de la Polestar 2 ici, donc ils sont capables de les vendre avant que les tarifs chinois aient embarqué. Là, on en construit. La Polestar 3 est faite aux États-Unis, donc on s'en vient avec une Polestar 5, qui est un espèce... Il faut que tu me démêles ça un peu, là, parce que là, je suis mêlé des chiffres. Bien, la Polestar 5, c'est un coupé plus grand, un véhicule peut-être un peu plus sportif, joli, mais bon, on s'en vient avec ça. Entre les deux, tu as la Polestar 4, qui est l'espèce de VUS à haillons, pas de fenêtre en arrière, là, avec un miroir. Ça, ça fait pas l'unanimité, disons, au niveau des gens qui l'ont essayé. Polestar 3 qui coûte une fortune, qu'on ne sait toujours pas pourquoi, mais qui coûte une fortune. Donc, et la Polestar 2 qui était l'entrée de gamme. Mais là, on nous annonce une Polestar 7. La Polestar 6 pourrait être le petit cabriolet, on ne le sait pas encore. Et la Polestar 7, ce sera la remplaçante de la Polestar 2. Donc, bien, c'est ça. Là. Au niveau des chiffres, là, tu montes. Normalement, on grossit de véhicules en montant. Là, eux autres, tu montes, tu grossis, Donc là, il n'y a plus de logique dans les chiffres chez Polestar. C'est chronologique. C'est pas compliqué. C'est au fur et à mesure qu'ils sont sortis, on les a numérotés. La première qui est sortie... Une 7, on peut s'attendre à un 7 passagers ou à un véhicule avec de l'espace. Rappelle-toi la Polestar 1, qui était un hybride, une super voiture qui valait 200 000 $, qui était faite en fibre de carbone en bonne partie. On avait fait un reportage d'ailleurs pour l'émission là-dessus. Donc, on est vraiment... Fait que c'est purement chronologique. Fait que si tu achètes une Polestar 7... C'est la 7e voiture sortie. Exactement. Seulement, ça va marcher. J'espère que ça ne durera pas 100 ans. Aidez-nous un peu, là, tu sais. Si la compagnie dure 100 ans, déjà, ça va la mémoire commence à s'en aller tranquillement, pas vite, là. Essayez de nous mettre une logique dans les chiffres. Mais on dit qu'en fait, la Polestar 7, ça va être une Volvo EX30, version Polestar. Donc, un peu plus petit. Ce qu'on ne voulait pas faire à la base. Exactement. Mais en fait, un design qui est fait par Philippe Romers, qui est un ancien designer de chez Audi. Un petit véhicule, bon, dynamique, mais pas trop. Donc, évidemment, on n'a pas les données précises, mais 2027, ce serait l'année de sortie de la Polestar 7. Dans la série des nouveautés, non, pas des nouveautés, des tristes nouvelles. Canoo, une compagnie californienne qui faisait des petits pick-up électriques, c'est fini.
Ben, c'est pas compliqué. Écoutez, l'État de l'Oklahoma croyait tellement qu'ils leur avaient donné 100 millions de dollars de crédits divers et de tout à la compagnie Canoo. Et malheureusement, ils n'ont jamais été capables de rien faire. Donc, la compagnie, c'est terminé. Vous ne verrez plus de Canoo. Je ne l'ai jamais vu. Non, bien, on n'en verra pas non plus beaucoup. On a vu dans des salons à quelques reprises, puis c'est tout. Mazda qui s'en vient avec la CX-5 renouvelée, imagine-toi. Et on dit, et c'est particulier, 9 ans après le design du CX-5, quand il est à temps qu'on change sa sortie, ouais. on dit que ça pourrait être un moteur hybride. Mais on ne parle pas d'électrification. On parlerait donc de faire une hybridation. OK, simplement. Parce que, puis il y a des prototypes qui ont été décelés avec des pots d'échappement. Donc, évidemment, il y aura un moteur à essence. Alors, si on suit la logique, nous sommes allés faire l'essai du CX-50 hybride. CX-50 hybride. Donc, on pourrait Donc, on avoir... peut s'attendre à ce que le système hybride qu'on utilise pour le CX-50 se retrouve dans le CX-5, étant donné qu'on est pas mal sur la même architecture. Ben oui, puis... Et comme on emprunte à Toyota, il faut s'attendre à peut-être ce qu'on va l'emprunter à Toyota. Mais j'ai remarqué 2 choses. OK. Sur les photos, j'ai espionné les photos espions. Et on va voir un nouveau langage au niveau des phares. Ça, c'est la bonne nouvelle. Qui semble descendre le long de la calandre un petit peu à la genre Hyundai Tucson, un peu, là, ce genre de truc-là. Et si on voit bien sur le tableau de bord, on va avoir un écran complet d'un bout à l'autre. Donc ça enfin, on va changer les petits écrans, puis on devrait changer l'intérieur complètement. Nouveau langage. Et là, bref, je suis content. Mais ça m'étonne que ce ne soit pas la Mazda 3 qui nous arrive. Exactement ce que j'étais pour te dire. Moi, je pensais que c'était la Mazda 3 qui serait ça. Mais ça, on dit que ce serait peut-être pour 2027, le CX-5. Fait que d'ici ce temps-là, on a peut-être le temps de voir apparaître la Mazda 3 avec un nouveau design. Enfin, une dernière petite nouvelle très rapide. Subaru qui revient avec le Crosstrek hybride. On l'avait abandonné, ça n'a pas été un grand succès. Il revient cette fois. Moteur, évidemment, 2.5 avec une hybridation. 194 chevaux, soit 12 de plus que le Est-ce qu'on travaille avec Toyota aussi ou on ne le sait pas? On ne sait pas. En fait, oui, c'est possiblement parce que c'est encore le moteur à cycle Atkinson. Donc, c'est probablement une version Toyota, mais on n'en a pas confirmé la provenance. Mais le véhicule a été officiellement annoncé comme véhicule 2026. Donc, il va arriver quelque part cet été ou au début de l'automne. Beau véhicule, ça, Crosstrek. Exactement. Merci, Marc. Plaisir. Alors, voilà, restez avec nous. Au retour de la pause, on répond à vos questions. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B-Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Nous sommes de retour 670-9078, poste 230 ou encore virage à telmac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre et de nous poser vos questions et commentaires. Le premier commentaire, Marc, vient de Pierre, parce qu'on a 2 Pierre en partant, qui nous dit encore une fois qu'il y a beaucoup trop de véhicules qui n'ont pas de lumière allumée le soir, donc à l'arrière, et que ça devrait être une loi. En fait, pas seulement les feux de jour, mais aussi les feux arrière. En fait, c'en est une. Normalement, on est obligé, dans la noirceur, d'allumer nos lumières. Le gros problème, en fait, c'est qu'avec les feux de jour, ça illumine le tableau de bord et on a l'impression, parce que notre tableau de bord est complètement allumé, que nos feux arrière sont allumés. C'est pas le cas. Donc, il faut vraiment le faire de façon manuelle. Mais c'est vrai que c'est très fréquent. Le nombre de personnes qui oublient parce qu'ils n'y pensent pas, ils partent le moteur, le tableau de bord s'illumine. Alors, ils partent du principe que leurs lumières sont allumées. C'est tout à fait exact. Mais c'est une loi. C'est vrai que si vous n'êtes pas visible à 150 mètres, on pourrait vous mettre un billet. On l'oublie, justement. Anciennement, je me souviens, là, on allumait les lumières et le bloc instrument s'allumait en même temps. Là, ça n'est plus le cas. Non. Et les compagnies devraient peut-être prendre le relais et de faire allumer les lumières en arrière. Maintenant, avec les LED, il n'y a plus de raison que ça ne soit pas tout le temps allumé. Puis je comprends pas pourquoi on n'a pas toujours le mode automatique. Bien, entre toi et moi, là, on pourrait avoir même plus besoin des allumer. Mais certains véhicules ne l'ont pas encore. Non. Des modèles de base. Non, mais on devrait toujours l'avoir. Ben ouais. Ça devrait toujours être ça qui est en fonction. Ça réglerait tous les problèmes. Absolument.
On a Pierre qui nous demande aussi, je possède une Honda Clarity 2020, 52 000 km, que j'aime beaucoup. Quels sont les points que je devrais surveiller car je désire la conserver encore au moins 5 ans? Donc, il n'y a pas grand-chose. Faire vos changements d'huile, l'entretien de ce véhicule-là, entretenir votre carrosserie, vraiment, là, et peut-être recharger la batterie 12 volts de temps en temps. Oui, bien, en fait, c'est ce que je t'ai pour dire. La batterie 12 volts, c'est celle qui marquait le plus de faiblesse. Et la carrosserie, effectivement, parce que la façon dont la voiture est dessinée, il y a beaucoup de recoins où on peut malheureusement accumuler des cochonneries. Donc, c'est important d'assurer un bon entretien de la carrosserie. C'est ce qui va vous permettre de la garder longtemps. Écoutez, je vous dirais bien de consulter d'autres propriétaires de Clarity, mais d'après moi, ils ne sont pas très nombreux qui peuvent vous donner des conseils. Faut les chercher, ça. Faut les chercher, parce que même les concessionnaires avaient peur du véhicule. On le stationnait bien loin. Ah, non, mais écoute, on a réussi à en vendre quelques-uns. Effectivement. Puis il faut avouer que ça va quand même bien. Une bonne autonomie électrique. Tout se passe bien. C'est juste que chez Honda, ils ne croyaient pas. Exact. Je regarde pour le nouveau Kicks de Nissan en version 4 roues motrices. Pensez-vous que c'est un bon achat pour environ 4 ans? Marc, tu as été sur le site. Moi, le Kicks, je vous le dis, je l'ai placé dans mes top 3 des véhicules de l'année. C'est un véhicule dont j'aime le nouveau format, dont j'aime la conduite. Je pense que Nissan a fait un bon travail au niveau du moteur, au niveau de la transmission, au niveau de la façon dont il est assemblé. Et le prix est tout à fait raisonnable. Hein? On sait qu'il y en a qui ont exagéré un peu. Dans le cas du Kicks, c'est encore très raisonnable. Sincèrement, moi, je le recommande sans aucune difficulté. Et pour 4 ans, soyons honnêtes, il n'y a pas beaucoup de voitures qui ne vous dureront pas 4 ans. Là. Il est garanti 5 ans à la base. Vous pouvez l'étirer d'une année de plus. Du côté de chez Nissan, moi, je vais dans le même sens que Marc. Aucun problème avec ce véhicule-là. Beau travail. Vraiment, là, Nissan, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas... Là, ils ont un véhicule. Et non seulement ils ont un beau véhicule, ils ont aussi gardé l'ancien Kicks. Qui va pouvoir le Kicks Play. Qui sert d'entrée de gamme. Qui vont pouvoir peut-être, là, on n'a pas offert un gros rabais sur le Kick Play, là, mais on va peut-être le faire dans les prochains mois, ce qui va devenir peut-être le véhicule le plus abordable sur le marché. Puis c'est un bon petit véhicule qui a fait le travail. Exact. Une facile, Mercedes E450, 2020, 86 000 km. On demande 47 000, ce qui semble dans les prix. Formatic, full équipé, alors... Oui, évidemment, une inspection parce qu'on sait que malheureusement, du côté des Allemands, c'est souvent les trucs électroniques qui ont tendance à avoir des faiblesses. Ça marche pas. C'est ça. Fait que c'est difficile à savoir, mais oui, vous avez un véhicule qui va être surtout très agréable à conduire. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'Elantra hybride, est-ce qu'il y a un bon choix et est-ce que c'est aussi bon que la Civic et la Corolla? Absolument. Mais la version hybride... Oui, mais là, il y en a-tu encore des Elantra hybrides? Bien, je ne sais pas cette année. Je pense que oui. Peut-être, mais je ne suis pas certain. Je n'ai pas l'indication si c'est un neuf ou d'occasion. C'est ça, mais c'est un véhicule. L'Elantra, en général, la structure de l'Elantra va bien, donc il n'y a pas trop de problème là-dessus. Il y a Pascal, il y a Benoît qui dit « J'ai la tête au printemps, je veux une décapotable. » Donc, il pense acheter une décapotable. Je pense à la MX-5. Est-ce qu'elle va changer bientôt? La réponse, c'est non. Pas tout de suite. Oui, elle va changer au cours des 2 ou 3 prochaines années, probablement. On parle d'une version qui pourrait être une version électrifiée d'une certaine façon. Puis on pourrait même aller dans un concept, on l'a vu avec la SP, là, la Mazda SP. Mais écoutez, il n'y a rien là. Et l'autre élément, c'est que même si vous l'achetez aujourd'hui, c'est un véhicule qui va garder sa valeur de revente. C'est un véhicule qui est ultra populaire et les gens se cherchent ces véhicules-là d'occasion. Alors, il n'y a aucun souci avec ça. Non, c'est grosse valeur de revente. Très grosse valeur de revente. Noël, il demande, Rivian version pick-up, auriez-vous confiance? Écoutez, oui, parce que Rivian vient d'avoir de l'argent de d'autres compagnies en masse, puis ils viennent de régler des Volkswagen. Volkswagen qui a donné plusieurs centaines de millions. Donc, c'est une compagnie qui va avoir les reins assez solides pour se développer. Alors oui, je vous dirais d'ailleurs, si vous allez voir les Scouts, les fameux Scouts là, de Volkswagen, c'est littéralement un Rivian rebadgé. Alors oui, je pense donc, ce qui va assurer une production, ce qui va assurer des revenus à Rivian. Et déjà, on nous prévoit peut-être pour l'année prochaine la 2e génération de véhicules. Oui. Parce que là, on a un camion version pick-up
camionnette et version sport utilitaire. Puis on devrait voir arriver d'autres choses. Alors, en collaboration, il semble que Volkswagen veut vraiment investir et veut se rapprocher de Rivian. Alors, j'ai hâte de voir, mais peut-être que ça peut être intéressant. Le problème ici, c'est l'entretien du véhicule. Oui, parce qu'on n'en a pas vraiment de... Fait que, je comprends qu'il y a moins d'entretien, mais les concessionnaires Volkswagen ne sont pas encore autorisés à le faire. Non. Donc, une facile, est-ce que la Prius demeure toujours la plus fiable pour faire beaucoup de kilométrage? Pas si c'est la plus fiable, mais dans les plus fiables. C'est ça. Je veux dire, ça se mesure pas comme ça, là. Vous avez des Toyota qui sont fiables, la Toyota Corolla et autres, hybrides. Donc, oui, il n'y a pas de problème avec une Prius. Là. Ça va durer longtemps, c'est certain. GV70, 2,5 litres ou 3,5 litres? 3,5. C'est 2,5, ça fait le travail, là. Oui, il fait le travail. Mais le 3,5... c'est d'une douceur incroyable avant qu'il disparaisse, parce que prochaine génération, c'est terminé. C'est clair, mais c'est un véhicule qui donne... Il y a un petit oomph en accélération et le moteur est d'une douceur et de grande fiabilité. Donc, le 3,5 sans problème. Ça va prendre d'autres véhicules, là, du côté de... Genesis, moi, je les ai mis dans mes flops de l'année. Il faut que ça bouge un peu, là-bas. Parce que, tu sais, ils font... Regarde, là, ils ont renouvelé le GV60, ils ont à peu près rien changé. GV70, ils ont fait la même chose. Ça bouge moins, là. Il y a eu le GV80 qu'ils ont mis en version coupée avec un autre moteur, mais c'est la seule vraie nouveauté. Même au niveau technologique, je suis obligé de dire que c'est une des rares compagnies où Android Auto, Apple CarPlay, ça te prend un fil encore. C'est même pas sans fil. Alors, c'est pas normal pour une compagnie de cette nature-là. Mais ils ont le G70, encore, qui est la berline par excellence. Hein? Qui achève. Il achève, mais il est bon. Le Stinger n'existe plus, alors. Hein? Merci, Marc. Ça fait plaisir. En revoilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se dit à la semaine prochaine, mardi soir, 21h30, pour un autre Virage. Bonne semaine.